Devant la stupéfaction de l'offensive russe lancée contre l'Ukraine il y a maintenant 3 jours, j'ai cherché sur YouTube des informations pour aller vraiment aux origines de ce conflit, aux origines anciennes, parce que la rhétorique de Poutine parle finalement de l'Ukraine et de la Russie comme ne formant qu'un seul peuple. J'ai voulu aussi en savoir un petit peu plus sur la géographie de ces États et j'ai remarqué que finalement il y avait assez peu d'informations disponibles sur YouTube. J'ai donc décidé de mettre humblement mes compétences de professeur d'histoire-géographie à la réalisation d'un cours. Finalement, parce que, alors voilà, la vidéo est pas folichonne, elle est montée à l'arrache avec les moyens du bord. Il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est tout pourri en termes d'animation, je suis désolé. Mais voilà, moi la seule chose que je sais faire, c'est faire un cours. Donc je vais faire un cours comme si finalement je devais expliquer les tenants et aboutissants de ce conflit à mes élèves de lycée. Alors cette vidéo peut s'adresser tout aussi bien à mes élèves de lycée, à mes anciens élèves qui sont peut-être maintenant déjà étudiants finalement, ou à tout adulte ayant envie de se pencher sérieusement sur la question. Je précise, je ne suis pas spécialiste de l'histoire russe ou ukrainienne. J'ai eu l'occasion d'aller en Russie à 2 reprises, donc c'est un pays que je connais un petit peu, dont l'histoire quand même me fascine, même si je n'en suis pas spécialiste. Et j'ai essayé voilà, de voir un petit peu ce que la géographie et l'histoire pouvaient nous apprendre, pouvaient nous permettre aussi comme prise de recul sur les enjeux actuels. Alors du coup, la question que l'on va se poser, c'est pourquoi une guerre oppose-t-elle deux pays dont la culture, dont l'histoire semblent pourtant si proches. On va tout d'abord faire une mise au point géographique. Ensuite, on va voir les liens historiques entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, la crise actuelle. Et dans une dernière partie, le et après. Le et après que aucun prof d'histoire-géographie un peu sérieux ne se permettrait de faire. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la prospective, on n'est pas là pour lire dans une boule de cristal l'avenir. Donc moi, en tant que prof, si j'étais en classe devant des élèves, je ne me permettrais jamais de le faire. Mais comme je suis sur YouTube, après tout, je fais un petit peu ce que je veux et j'essaie de me faire un petit peu plaisir sur le et après, faire un peu de prospective. Et on verra bien de toute façon d'ici une semaine, un mois, un an, si je me suis complètement planté ou pas. Et donc si finalement faire de l'histoire et de la géographie, ça sert à quelque chose ou pas. Alors pourquoi faire une mise au point géographique? Parce que c'est vrai, on est professeur d'histoire-géographie, mais en fait on parle toujours d'histoire, va voir ton prof d'histoire, et quand on va expliquer quelque chose, on essaye toujours d'expliquer en voyant les origines historiques. Or, moi je suis convaincu, le plus important d'abord c'est de comprendre la géographie de ces deux territoires. D'ailleurs, Yves Lacoste, le fondateur de l'Institut français de géopolitique et de la superbe revue Hérodote, que je vous conseille, a écrit il y a assez longtemps, maintenant en 1976, un ouvrage intitulé La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Il faut savoir que cet ouvrage il a été réédité en 2012 aux éditions La Découverte. C'est un best-seller. C'est vraiment tous les étudiants de géographie l'ont lu. Et il y voit finalement comment la géographie, la géopolitique et l'armée sont extrêmement liés. Quand on fait la guerre, il faut connaître un territoire. Ça, depuis l'art de la guerre de Sun Tzu à Clausewitz, en étudiant Napoléon, etc., on a toujours cette idée que finalement le terrain et la connaissance du terrain implique la maîtrise du terrain qui est indispensable pour la victoire. D'ailleurs, si vous voulez creuser ça, vous avez une formidable émission sur France Culture qui s'appelle Géographie à la carte. C'est tous les jeudis soirs, mais vous pouvez les réécouter en podcast. Il y a maintenant une dizaine de jours, le 17 février, ils avaient une émission justement intitulée La géographie et les cartes, des outils pour faire la guerre. Donc je vous conseille. Ça fait le point sur la question, ce que là, moi, je n'ai clairement pas le temps de faire. Alors que dire de la géographie de la Russie? Que dire qui n'est pas encore été dit? C'est le plus grand pays du monde. Oui, de loin, devant le Canada, les États-Unis et la Chine. Il faut savoir, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. À côté, Canada, États-Unis, Chine, c'est entre 10 et 9 millions de kilomètres carrés. Donc vraiment, vous avez la Russie avec ses 17 millions de kilomètres carrés et puis tous les autres. Cette carte est assez intéressante parce que l'on voit finalement donc le territoire russe en vert foncé avec l'enclave européenne là,
de Kaliningrad, hein, situé entre la Pologne et l'Estonie. Et puis, non, entre la Pologne et la Lituanie. Autant pour moi, pour un prof de géographie, confondre l'Estonie qui est ici à la Lituanie qui est là, c'est pas cool. Donc là, on a les 3 États baltes, anciens membres de l'URSS d'ailleurs. Et puis, vous avez la Crimée ici en vert clair. Alors pourquoi en vert clair? Eh bien parce que pour la Russie, la Crimée fait partie de son territoire. Elle est aujourd'hui administrée par la Russie depuis 2014, hein, mais officiellement, selon le droit international, c'est un territoire ukrainien. Donc la Russie occupe illégalement ce territoire depuis maintenant 8 ans. Et on va y revenir parce que ça a quand même une grosse importance dans le conflit actuel. Alors, une fois qu'on a vu le territoire, ce qui est important en géographie, c'est la population. C'est-à-dire la géographie qui s'intéresse qu'aux fleuves, aux montagnes et au climat, c'est un petit peu dépassé, ce qu'on appelle la géographie physique. C'est hyper important, mais c'est important si on arrive à le relier aux hommes, aux populations humaines évidemment. Et là, on a une information importante. C'est que tout d'abord, la Russie fait partie des pays les moins densément peuplés au monde. 9 habitants au kilomètre carré. On pourrait dire en caricaturant qu'il n'y a personne en Russie. Il faut savoir, la France est 118 habitants au kilomètre carré. La Russie, c'est 9 habitants au kilomètre carré. Même l'Aveyron est plus densément peuplé que la Russie. Bon bref, désolé pour l'Aveyron. Surtout, ce qui est important, vous voyez, où est-ce que la densité de population est supérieure à plus de 50 habitants au kilomètre carré? Ben, quasi exclusivement ici, c'est-à-dire dans le sud-ouest du pays, la région frontalière de l'Ukraine et de la Géorgie. Donc, certes, c'est un territoire immense, mais en gros, on a 50% de la population russe qui vit à moins de 200 km de la frontière ukrainienne. Et donc ça peut peut-être expliquer pourquoi finalement la Russie peut se sentir menacée par l'Ukraine. Parce que pourquoi se sentir menacé d'un pays si petit par rapport à la Russie évidemment, comment même un territoire aussi gigantesque que la Russie peut se sentir menacé par qui que ce soit? Eh bien parce que sa population finalement elle est rassemblée sur un espace qui n'est pas si grand que ça. Hein, qui n'est pas si grand que ça. On a coutume de dire en fait c'est le territoire à l'ouest de l'Oural. Même pas finalement. Même pas. C'est vraiment ce territoire-là, frontalier de la Géorgie, frontalier de l'Ukraine, plus Moscou-Saint-Pétersbourg. Et voilà. Voilà, après vous avez quelques petites pages d'urbanisation ici, Yakoutsk, Vladivostok, Novosibirsk, mais c'est pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, finalement, sur les 150 millions de Russes, il y en a déjà 20% qui vivent dans ces 2 aires urbaines, Saint-Pétersbourg et Moscou. Donc on a quand même un territoire qui, paradoxalement, il est peu densément peuplé, il est très vaste, mais il est assez urbanisé finalement. Parce que la population est quand même très concentrée dans les centres urbains. Alors, si on compare maintenant du coup la Russie à l'Ukraine, j'ai fait un petit peu ce calcul par rapport à la France. L'Ukraine est à la Russie ce que, à peu près, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron sont à la France. 3 départements français, voilà, ça c'est l'Ukraine par rapport à la Russie. Donc ça permet quand même de voir ce déséquilibre en termes de superficie. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir les climats. Parce que cette population, pourquoi elle se répartit comme ça? Eh bien parce qu'on a des climats qui ne sont pas forcément propices à l'installation d'humains. En gros, on a 3 types de milieux qui sont fortement influencés par le climat. Vous avez la toundra au nord, voilà, donc on est sur quelque chose d'assez inhospitalier, hein. Pas forcément très fertile, on ne peut pas y faire grand-chose. Bon. À part éventuellement de l'exploitation d'hydrocarbures, c'est-à-dire de gaz et de pétrole. Et ça, la Russie ne se prive pas. Un peu plus au sud, vous avez la taïga, c'est-à-dire les grandes forêts de conifères. Voilà, c'est très joli. Bon, pas forcément des espaces très productifs non plus. Et puis au sud, vous avez les steppes. Donc voilà, trois
types de milieux qui sont assez caractéristiques de la Russie, mais qui ne se prêtent pas, aucun des trois, à une forte implantation humaine. Voilà. Alors, si maintenant on voit un petit peu les indicateurs, finalement, on a un IDH qui est assez élevé, hein, 0,82. Il faut savoir que la France en a 0,9, donc pas très loin finalement de l'IDH français. L'IDH, pour rappel, c'est l'indice de développement humain. Plus il est élevé, plus ça veut dire que la population vit bien dans le pays. Il va de 0 à 1, ce sont des valeurs minimales et maximales absolues qu'aucun pays n'atteint. Et il est fondé sur 3 critères: l'espérance de vie à la naissance, la durée de scolarisation et le PIB par habitant. Donc en gros, la santé, la scolarité et l'argent. Alors justement, l'argent, le PIB par habitant, la Russie à ce niveau-là est un pays émergent. Elle ne fait pas partie des PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, mais difficile de la placer parmi les pays développés aussi. Alors, c'est compliqué. La notion même de pays émergent est complexe avec la Russie, parce qu'un pays émergent, c'est un pays anciennement pauvre qui devient de plus en plus riche. La Russie, c'est plutôt un pays anciennement plutôt riche qui est en train de s'effondrer, donc cette notion d'émergence, elle ne marche pas trop. Mais voilà, comme souvent avec la Russie, on a du mal à la classer. C'est un pays tellement atypique. En tout cas, voilà, on a un PIB par habitant en parité en pouvoir d'achat, donc c'est important de préciser, de 27 000 $ par habitant. À titre de comparaison, la France en a 43 000 $ par habitant par an. C'est presque le double. C'est presque le double. Mais c'est pas scandaleusement bas non plus, ce PIB par habitant. Celui de l'Ukraine est beaucoup plus faible par contre. L'Ukraine en est à 8 000 $ par habitant. 27 000 la Russie, 8 000 pour l'Ukraine. Donc les Ukrainiens sont beaucoup plus pauvres que les Russes. Ce qui ne se voit pas tant sur l'IDH, qui est assez similaire finalement, puisqu'on a un IDH de 0,78 en Ukraine, 0,82 en Russie. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes d'argent, par contre, l'Ukraine a un petit décrochage. Alors ce qui est important aussi, c'est de jeter un petit coup d'œil sur la dette russe, qui est de 20 000 milliards de roubles. Donc ça a l'air beaucoup comme ça, 20 000 milliards de roubles. Bon, déjà, le rouble, c'est pas... Bon, il faut beaucoup de roubles pour faire un euro. Hein. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de le ramener au niveau du PIB du pays, ce qui produit, et c'est que 20% du PIB. Donc la dette russe, c'est 20% du PIB. Donc en gros, en 2 mois, la Russie peut le rembourser. À savoir que la dette publique en France, c'est plus de 100% du PIB aujourd'hui. La Russie, c'est 20%. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que plus un pays a une dette publique importante, plus il est dépendant des autres États. Plus il peut être tenu à la gorge économiquement parlant. Et là, la Russie, on peut dire qu'ils ont quand même un petit peu anticipé le coup en faisant des réserves qui sont en plus favorisées par le fait que l'économie russe, c'est une économie de rente. Ils ont des ressources minérales et des hydrocarbures. Et donc, si le cours du pétrole et du gaz est haut, la Russie est extrêmement riche. Alors, c'est très risqué pour un pays, une économie de rente comme ça, parce que si du jour au lendemain, les cours s'effondrent, comme ça a été le cas lors du premier confinement, ça peut mettre le pays en difficulté. Maintenant, comme je l'ai dit, la Russie a des réserves, ils ont le temps de voir venir, et là, les cours des hydrocarbures sont extrêmement hauts. Donc ces deux éléments-là font que, économiquement parlant, à l'heure actuelle, la Russie est en position de force. Clairement. Bon, et après, la religion, 63% d'orthodoxes. Vladimir Poutine lui-même met beaucoup en avant cet héritage orthodoxe. On peut le voir là avec la basilique Sainte-Basile sur la place Rouge. Magnifique. Magnifique. Et d'ailleurs, on va voir que les églises qu'on retrouve en Ukraine, c'est les mêmes. C'est les mêmes parce que culturellement parlant, c'est la même religion quasiment. Et même dans ce Kremlin qui a été soviétisé, et on retrouve cette influence du communisme dans ces 15% d'athéisme, on a cette influence orthodoxe. Le christianisme orthodoxe est vraiment ultra présent en Russie, même si certaines régions sont plutôt peuplées de musulmans, comme la Tchétchénie par exemple.
Alors que dire maintenant de Poutine? Poutine, ancien officier du KGB puis du FSB, bon, en gros c'est la police secrète, hein. Il a été maire de Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays, puis président depuis 2000. Voilà, il est au pouvoir depuis 2000. Là, il fête ses 22 ans au pouvoir. C'est considérable. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que dans la constitution russe, normalement, on ne pouvait faire que 2 mandats de 4 ans. Donc il a fait ses 2 mandats de 4 ans en 2008, et en 2008, c'est Medvedev qui était président de la Russie. Et alors, qu'est devenu Poutine? Est-ce qu'il est allé postuler à Pôle emploi? Ben non. Du coup, il était Premier ministre. Voilà. En gros, son ancien Premier ministre est devenu président, lui il est devenu Premier ministre, mais en continuant de diriger. Et puis, une fois que Medvedev a fini son mandat, eh ben, il est gentiment rentré chez lui pour laisser la place à Poutine. La constitution entre-temps avait été changée, et là, maintenant, il peut faire 2 mandats de 6 ans, ce qui le laisse tranquille, du coup, jusqu'en 2024. Alors, 2024, c'est bientôt. Il y a peut-être une arrière-pensée politique chez Poutine dans le fait qu'il lance cette offensive à seulement 2 ans de la fin de son 2e mandat, parce qu'il est peu probable qu'en 2024, Poutine voilà, laisse son mandat pour aller faire de la pêche torse nu. Alors je dis ça parce qu'il y a plein d'œuvres de propagande, vous voyez, Poutine à la pêche, hyper musclé, bref, Poutine quoi. Donc Poutine, un autocrate hein, qui est dans les arcanes du pouvoir, qui a complètement une emprise totale finalement sur la vie politique et économique de son pays. Il suffit de voir le sort de ses opposants, Alexei Navalny, qui a survécu à une tentative d'empoisonnement. Il a été sauvé dans un hôpital à Berlin, et quand il est rentré en Russie, on lui a dit que pendant qu'il était à Berlin, il n'a pas pu pointer au commissariat, et donc ils l'ont mis en prison. Où là actuellement c'est pas trop facile pour lui. Donc voilà, Poutine. Alors il y a des élections en Russie quand même, hein, ce qui explique d'ailleurs les scores considérables faits par Poutine. Mais il ne suffit pas uniquement qu'il y ait des élections pour que l'on puisse parler de démocratie. Une démocratie, c'est des élections libres où tout groupe politique est libre de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas en Russie. Le seul groupe d'opposition que Poutine laisse un peu tranquille, c'est le Parti communiste, parce que finalement il sait qu'il n'a pas grand-chose à craindre de ce côté-là, finalement. Et l'opposition libérale, elle, dans laquelle les Européens se reconnaissent, est beaucoup plus persécutée et n'arrive pas de ce fait du coup à s'implanter en Russie. Alors, c'est pas parce que du coup Poutine a une répression féroce qu'il n'est pas quand même soutenu par une part importante de la population. Une part importante de la population russe soutient Poutine. Mais comme toujours dans des régimes autoritaires, quand les médias sont contrôlés par l'État, quand les élections sont un petit peu influencées par le fait que des candidats gênants se voient tout de suite mis en prison, ou arrêtés, ou interdits de se présenter, c'est difficile. C'est difficile d'évaluer la crédibilité finalement de ces résultats. Mais quoi qu'il en soit, Poutine est déjà au pouvoir du coup depuis 2000. C'est dingue quoi, j'avais 9 ans. Bref, il est peu probable qu'il lâche le pouvoir tout de suite. Alors maintenant, que dire de l'Ukraine? Alors l'Ukraine, vous voyez aussi donc un code couleur un petit peu étrange. Donc là, c'est l'Ukraine officiellement contrôlée par l'État ukrainien. Ici, vous avez cette région du Donbass qui est occupée par des séparatistes pro-russes. Donc officiellement, au niveau du droit international, c'est l'Ukraine, mais en fait, de fait, ici, le pouvoir ukrainien n'y a pas accès. Ce sont des autonomistes pro-russes qui, en fait, ont pris le pouvoir. Et là, vous avez la Crimée, dont on a parlé tout à l'heure, qui elle a été carrément annexée. Ça, pour la Russie, c'est la Russie. Et ça, ce sont des républiques amies de Poutine. Mais on y reviendra aussi. Alors attention, l'Ukraine, je disais que c'était un nain en termes de superficie par rapport à la Russie. Mais ce n'est pas un tout petit pays pour autant. C'est-à-dire que c'est 60 000 km² l'Ukraine. C'est la superficie de la France. C'est pas rien la France quand même.
Donc là aussi, si Poutine veut contrôler la totalité de ce territoire, je lui souhaite bien du plaisir. On va y revenir tout à l'heure, mais 60 000 km², ça ne se contrôle pas comme ça. Surtout que, comme on va le voir, ici, il peut y avoir des appuis locaux, parce qu'il y a des populations plutôt pro-russes ici, qui parlent russe, qui culturellement sont russes, etc. Plus on va vers l'ouest, moins on trouve de Russes. On trouve quasiment pas. 1 ou 2% de la population ici seulement est russe. Donc, un élément à avoir quand même en tête. Alors, concernant le climat, on est sur du climat continental. Donc des hivers très froids, ça, bon, vous apprenez rien. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce sont aussi des étés très chauds dans les climats continentaux. Donc des variations entre l'hiver et l'été très importantes, de l'ordre de 25 degrés. Là, vous avez les courbes ombrothermiques à Kiev, à Moscou. Vous voyez, ça c'est la moyenne, 20 degrés, 22 degrés de moyenne l'été. C'est très chaud, hein. Ça n'a pas l'air parce que c'est une moyenne, mais c'est jour et nuit. À titre de comparaison, Castres, on est à 22 degrés aussi. En fait, il fait aussi chaud à Kiev qu'à Castres durant les mois d'été. Ce qui peut surprendre. Alors moi, quand je suis allé à Moscou, c'était au mois d'août, il faisait 40 degrés. C'est des villes très minérales en plus, ces anciennes villes communistes, hein, ils ont tout bétonné. Donc il peut y faire très très chaud l'été et extrêmement froid l'hiver. Mais ça, depuis Napoléon, on est au courant. Que dire après du territoire? Eh bien, il y a un fleuve, le Dniepr, ici, qui partage l'Ukraine, avec ici deux grands bassins, et puis qui finit par se jeter dans la mer Noire. Et finalement, on a une division, en gros, du pays, avec une partie à l'est du Dniepr qui est plutôt russophone, et une partie à l'ouest qui est, elle, plutôt ukrainienne. Ainsi que cette partie-là. Voilà. Et vous avez ici la capitale, Kiev, qui est à proximité, on le voit, de la Biélorussie. Vous voyez sur cette carte, hein, on a donc 5 Ukraines. Une Ukraine ukrainienne, historiquement occupée plutôt par les Autrichiens et les Polonais. Une Ukraine majoritairement ukrainienne, mais historiquement occupée par les Russes. Ça, on y reviendra. Là, importante majorité d'Ukrainiens, mais quand même quelques Russes sont présents. Là, une forte minorité de Russes, mais ils restent minoritaires, même si la zone parle russe. Et là, une forte majorité de Russes. Voilà. La Crimée, 90% de Russes, c'est pour ça que c'est vraiment le territoire en 2014 que Poutine a récupéré en premier. On le voit ici, hein, le pourcentage de personnes russes dans chacune de ces régions, les régions qui sont appelées oblasts en Ukraine. Et donc du coup ça, on le retrouve dans le positionnement politique des Ukrainiens. Là où on a des Russes ou des russophones, on est plutôt dans des régions pro-russes. Et ici, donc, un petit peu plus disputé. Et là, on est clairement dans des régions, alors on appelle nationalistes, c'est-à-dire pro-ukrainiennes, pour l'indépendance de l'Ukraine. Et généralement, l'indépendance de l'Ukraine est aussi liée à une vision pro-occidentale, c'est-à-dire tournée vers l'Occident, tournée vers l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Donc l'Europe de l'Ouest, c'est donc l'Union européenne, et les États-Unis, ça va être l'OTAN. Cette alliance militaire qui a été faite pour finalement encercler la Russie et défendre les pays d'Europe de l'Ouest. Alors pourquoi tout le monde parle de l'OTAN? Je vais l'expliquer en 2 minutes. En gros, l'OTAN voit le jour dans le cadre de la guerre froide qui a opposé donc de 1947 à 1991 les États-Unis à l'URSS. L'URSS, on va dire l'ancêtre de la Russie. Si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays de l'OTAN lui doivent assistance. Donc en gros, le risque, c'est de déclencher une guerre mondiale, comme sur ce qu'on avait observé avec la Triple Alliance et la Triple Entente lors de la Première Guerre mondiale. Mais ça évite aussi qu'un petit État soit attaqué par l'URSS. C'est-à-dire que pourrait faire un pays comme, je sais pas moi, comme le Danemark, s'il est attaqué par l'URSS, en soi rien. Mais si l'URSS attaque le Danemark, bien du coup la France doit assistance au Danemark,
le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Australie. Bon, du coup, on voit vite que l'URSS, et donc aujourd'hui la Russie, n'a aucun intérêt à chercher des problèmes au Danemark. Et donc si l'Ukraine, en gros, rentre dans l'OTAN, ce qui n'était pas à l'ordre du jour, hein, mais si, je dis bien si, l'Ukraine rentre dans l'OTAN, en gros, c'est comme quand on joue à trap-trap et qu'on est dans le camp. Là, tu peux plus me toucher, quoi. Parce que du coup, c'est pour ça qu'il est peu probable que Poutine aille au-delà de l'Ukraine, en tout cas qu'il attaque la Pologne et la Roumanie. Alors l'OTAN a dépêché des troupes sur place pour montrer qu'ils sont présents, mais voilà, on est lié par des traités à ces pays-là, et en gros, il faudrait que la France, si demain la Russie attaque la Pologne, la France doit rentrer en guerre contre la Russie. Et la Russie n'a pas forcément envie. Parce que la France, c'est une arme nucléaire, c'est bon, c'est tout un tas de choses qui peuvent faire très mal. Mais voilà, l'Ukraine, n'étant pas dans l'OTAN, du coup, elle n'est pas protégée par cette alliance. Et le prétexte de Poutine, c'est justement ça que, en gros, il voulait que l'OTAN et l'Ukraine signent un document comme quoi jamais l'Ukraine ne rentrerait dans l'OTAN. Et ça, les États-Unis ont refusé de le faire parce qu'ils partent du principe que chaque pays doit être libre de choisir ses alliances. Et donc voilà. Mais bon, il est probable que ça ce soit un prétexte utilisé par Poutine pour envahir un pays et que si ça n'avait pas été ça, il en aurait pris un autre. Voilà. D'ailleurs, il en a pris d'autres, des prétextes, comme quoi aussi il y aurait un génocide des populations russes ici. Bon, bref, c'est plus ou moins n'importe quoi. Alors, concernant le peuplement, eh bien, vous avez la capitale, Kiev, vous avez cette partie-là aussi, russophone, qui est un peu le cœur industriel de l'Ukraine. Hein. On y a énormément d'industries, on y a le charbon. Dans cette région du Donbass, hein, il y a énormément de charbon. Donc finalement, l'Ukraine, elle est dans une grosse dépendance par rapport à la Russie, parce que la Russie lui fournit son gaz, et si en plus le Donbass est sous contrôle de la Russie, elle a même plus de charbon. Donc pas évident de se chauffer. Donc on a cette population-là importante ici, et aussi dans la partie proche de l'Union européenne. Et ça, à terme, si le conflit s'éternise, ça peut être un problème pour Poutine. Parce que là, on est sur des régions très peuplées, mais qui sont aussi montagneuses, où on peut imaginer des troupes ukrainiennes qui pourraient être aidées par ces États européens, discretos. Donc là, c'est incontrôlable, quoi. Donc les Carpates, voilà. Si Poutine a envie de contrôler cet espace-là, je lui souhaite bien du plaisir. Ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué. Après là, vous voyez pourquoi on parlait de Tchernobyl. Pourquoi les Russes ont occupé Tchernobyl. Alors, Tchernobyl, depuis l'accident nucléaire de 1986, effectivement, tout le monde connaît Tchernobyl. Mais en fait, c'était pas forcément un objectif militaire en soi, c'est juste que c'est sur la route de Kiev. Vous avez une route ici, puis la route est, elle passe par Tchernobyl, parce qu'il faut savoir que Poutine a lancé son offensive depuis la Russie, depuis les pseudo-républiques autonomes du Donbass, depuis aussi la Transnistrie, qui est une partie de la Moldavie que des pro-russes occupent aussi, en gros sur le même modèle que ce que Poutine fait à l'Ukraine. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'Ukraine qui se fait embêter aujourd'hui par la Russie et par des séparatistes pro-russes. Il y en a en Géorgie, il y en a en Moldavie. Donc finalement, il a été attaqué par la Biélorussie, par la Russie, par le Donbass et par la Transnistrie et par la Crimée. En gros, de partout, sauf la partie européenne ici et cette partie-là, parce que là, on a démarré, donc c'était vraiment pas l'idéal. Voilà, mais à part cette partie-là, finalement, la partie extrême occidentale, c'est toute l'Ukraine qui se retrouve attaquée. Surtout que, en fait, en contrôlant la Crimée, la Russie a pu fermer le détroit de Kertch et donc maîtriser la mer d'Azov, ici. Donc cette ville-là de Mariupol,
elle est complètement entourée, avec le Donbass d'une part, les troupes de Crimée qui arrivent là, et puis des attaques et des offensives maritimes là, qui vont venir ici de la mer d'Azov. De même, on peut imaginer que Odessa va pas être dans une position très évidente. Alors, la population de l'Ukraine, bon, ben, comme pour la Russie, hein, on est en forte diminution depuis la chute de l'URSS. On est dans un des pays dont la diminution de population est la plus importante, est la plus flagrante. Et ça, c'est pas bon signe. Quand les gens font pas d'enfants, c'est que généralement, ils sont pas très bien dans leur vie. Donc, forcément, on a un taux de mortalité qui est supérieur au taux de natalité, ce qui fait que l'accroissement naturel, ben, il est négatif, donc c'est pas un accroissement, mais une diminution. Pour information, vous avez la France ici. Bon, je trouve que c'est assez bien fait, puis ça permet de revoir pour les aides de seconde ce qu'on avait vu sur la transition démographique. Voilà, vous voyez, comme quoi la géographie, ça sert. Hein. Ça sert d'abord à faire la guerre, hélas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, bon, ben, partout en Ukraine, on est en dessous du seuil de renouvellement des populations qui a 2 enfants par femme, indice de fécondité. Mais là où on fait le moins d'enfants, ben, c'est surtout dans les régions russes, pro-russes. Oui, la Crimée, le Donbass, on est à un indice de fécondité très faible. Donc c'est qu'il y a quand même des problèmes structurels dans ces régions-là, quoi. Alors que ben, les régions plus proches de l'Union européenne s'en sortent avec un indice de fécondité quand même plutôt supérieur. Donc c'est que généralement on y est plus heureux. Bon, bon, ça peut être contesté de lier finalement le bien-être des populations au taux de fertilité. Mais bon, je trouve que c'est bon, c'est assez efficace. Au moins c'est rapide comme indicateur. Alors que dire de l'Ukraine? Capitale Kiev, bon ça vous avez dû en entendre parler parce que c'est l'enjeu militaire numéro 1 pour Poutine, faire tomber Kiev et surtout capturer le président Volodymyr Zelensky. L'armée ukrainienne n'est pas ridicule, hein. On a quand même un budget de 5 milliards de dollars. Faut savoir que depuis la perte de la Crimée en 2014, l'Ukraine se méfie à raison de la Russie. On est sur une armée de 150 000 hommes. Donc on a une armée qui n'est pas ridicule. On n'est pas dans le cadre là on est dans le cadre d'une guerre d'État contre État. Et c'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire que au tout début, on se dit tiens, la Russie attaque, bon, ben, en 48 heures c'est plié. Qui peut résister à la deuxième plus puissante armée au monde? Parce que c'est ça l'armée russe, hein, c'est la deuxième plus puissante armée au monde. Mais en face, il n'y a pas n'importe qui. L'Ukraine, en tout cas, ce n'est plus n'importe qui, l'Ukraine, en termes d'armée et puis surtout en termes de motivation. Et ça, c'est aussi très important dans une cadre d'une guerre. Alors concernant la religion, tout comme les Russes, les Ukrainiens sont majoritairement orthodoxes. Alors il y a une petite subtilité, c'est qu'il y a 2 églises orthodoxes. Il y a l'église orthodoxe ukrainienne qui est indépendante en gros de l'église orthodoxe russe. Et puis il y a l'église orthodoxe d'Ukraine qui elle est sous contrôle de Moscou et qui regroupe 18% des pratiquants. Mais en gros, voilà. Mais quelle est la différence religieuse entre ces deux? Quasiment aucune. Donc là, on voit que cette religion, cette division entre ces 2 religions, Église orthodoxe ukrainienne et Église orthodoxe d'Ukraine, la différence est subtile, elle est exclusivement politique. Comme quoi, les divisions, elles sont pas forcément religieuses, elles sont politiques. Bon, bref, en tout cas, si on additionne ces 2, on est à presque 50% de la population orthodoxe. Beaucoup d'athéisme, 16%, le reste du communisme aussi, hein, du catholicisme quand même, et un tout petit peu de judaïsme et d'islam. Et parmi les ressources, pareil que la Russie, c'est-à-dire essentiellement des ressources minières, donc une économie de rente là aussi. Il y a de l'uranium, par exemple en Ukraine, il y a du fer aussi. Et puis c'est aussi le grenier à blé. Ça l'a été pendant longtemps, ça l'est encore parce qu'il y a énormément de terres noires, ces terres extrêmement fertiles qui font que du coup l'Ukraine exporte énormément de céréales.
D'où l'idée qu'une des préoccupations aujourd'hui des Européens, c'est ah, mais ces céréales, on en a besoin pour le bétail, etc. Et déjà que le cours du blé avait beaucoup monté, avec l'occupation de l'Ukraine, ça ne pourra qu'augmenter encore plus. Voilà. Ça, c'est une des toutes petites conséquences que ça peut avoir sur le reste du monde. Donc voilà, une carte des différentes religions pratiquées en Ukraine, mais bon, je vais pas y revenir. Voilà, je vais y revenir parce qu'il faut quand même qu'on avance un petit peu. Par contre, je vais parler un peu de Zelensky, président actuel, donc qui est président depuis 2019, donc tout récemment, hein, c'est son tout premier mandat, et il n'avait aucune expérience politique. C'est quelqu'un qui était d'abord humoriste, ensuite il a tourné dans une série le rôle d'un professeur d'histoire-géographie un petit peu idéaliste et naïf, qui se présente à l'élection présidentielle contre la corruption avec le nom de serviteur du peuple. C'était le nom de son parti. Et ce qui est amusant, c'est que la fiction est devenue réalité, puisqu'ensuite Zelensky s'est véritablement présenté à l'élection présidentielle. Il a profité de cette aura médiatique. Il a créé un parti qui s'appelait aussi Serviteur du Peuple, et il a été élu dans un score vraiment considérable, je crois, plus de 70% au second tour. Donc il avait, au moins au moment de son élection en 2019, un réel soutien populaire. Alors, après avoir vu ces éléments-là, nous allons maintenant nous questionner sur les liens historiques finalement entre l'Ukraine et la Russie. Et là, il faut remonter dès le Moyen-Âge. Pourquoi dès le Moyen-Âge? Eh bien parce que vous avez des Varegs, des sortes de vikings, hein, pour faire simple, qui s'établissent finalement dans la Rousse ici et qui forment la Rousse de Kiev. Et c'est intéressant parce qu'on a tout ce territoire-là, donc qui va jusqu'à la Russie actuelle, mais dans la capitale est Kiev, qui connaît son âge d'or au 10e, 11e siècle, sous notamment le nom d'un certain Volodymyr le Grand, comme Volodymyr Zelensky, rien comme quoi. Et c'est aussi à cette période-là, finalement, que la population se convertit au christianisme orthodoxe, sous l'influence de deux missionnaires grecs, Cyril et Méthode, que vous avez ici. Donc à partir de là, finalement, on a une civilisation orthodoxe qui voit le jour, qui n'est pas minime, vous voyez la carte. C'est-à-dire qu'au XIe siècle, c'est le plus grand État d'Europe, la Rousse de Kiev. C'est loin d'être anodin. Puis bon, en 1240, les Mongols arrivent. Alors là, vous avez la construction de Sainte-Sophie de Kiev. Vous voyez que ça rappelle un petit peu Sainte-Basile, hein, sur la place rouge. Voilà, c'est magnifique. J'espère que ce ne sera pas détruit par les combats, comme c'est souvent le cas, hélas. Mais voilà, 1240, les Mongols arrivent. Alors si ça vous intéresse, les Mongols, vous avez une émission du 15 février sur France Culture, toujours. Le cours de l'histoire, superbe émission. Ils ont consacré une série de 4 épisodes au peuple nomade, et le deuxième épisode parlait finalement des Mongols, notamment du célèbre Gengis Khan. Mais c'est surtout ses successeurs en fait qui vont débarquer en Europe. Et la Horde d'Or, le nom qu'on donne aux Mongols, finalement, va un petit peu dévaster tout ça autour de 1240. Ils sont appelés par les populations locales les Tatars, mais en fait, ils n'ont pas grand-chose de Tatars, c'est-à-dire que les Tatars ont été plus ou moins exterminés par les Mongols. Mais bon, en tout cas, on a des peuples nomades, semi-nomades, qui s'établissent sur place et qui dominent un petit peu tout ça. Au XVIe, XVIIe siècle, l'Ukraine, une partie de l'Ukraine actuelle, oui, une large partie, passe sous domination polonaise. Hein, ça va être le cas pendant longtemps. Alors, il y a une petite anecdote, c'est qu'en 1648, il y a une bataille où finalement, entre un Ukrainien, même si le terme n'existe pas encore, hein, aidé par les Tatars de Crimée et les Russes, va vaincre temporairement les Polonais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là se forme un petit territoire autonome cosaque appelé Ukraine. Là, le mot apparaît en russe. Et ce mot Ukraine, il signifie les marches. Alors, les marches, c'est les frontières, en fait.
Et ça, c'est intéressant de voir que dans l'imaginaire collectif des Russes, l'Ukraine, c'est la frontière. La frontière avec quoi? Avec l'Europe, avec l'Occident. Mais dès le XVIIe siècle, hein, c'est la frontière, dans le mot même. Et c'est intéressant aussi de voir que l'Ukraine se définit à travers ce mot-là, qui lui a été donné de frontière. Et effectivement, c'est peut-être un des drames de l'Ukraine aujourd'hui que d'être à la frontière entre la Russie et l'Occident. C'est la dernière frontière. Parce qu'après l'Ukraine, on tombe sur la Russie. Donc tout ça, ce qui était l'ancien rideau de fer, petit à petit a été rongé, petit à petit a intégré l'OTAN. Et bon, la Russie, pour l'Ukraine, ne le supporte pas. Pourtant, il y a des pays qui font partie de l'OTAN et qui sont en contact avec la Russie. L'Estonie, la Lettonie. Donc cette idée que le territoire russe serait menacé par l'Ukraine si elle était dans l'OTAN, pas plus qu'elle ne l'est aujourd'hui par la Lettonie ou par l'Estonie en fait. Bon. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on a une domination polonaise à l'époque moderne. Alors, au XVIIIe siècle, pour le coup, la Pologne se fait partager entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et donc, progressivement, l'Ukraine va être plutôt répartie à l'Autriche et surtout à la Russie. Voilà, ça c'est lors du deuxième partage. Catherine II, finalement, arrive à étendre son empire jusqu'à la mer Noire. Et là, les 3/4 de l'Ukraine actuelle sont russes. Et on peut dire qu'à partir de là, la Russie ne va plus lâcher l'Ukraine. Alors, il y a une petite exception, hein, c'est le traité de Brest-Litovsk. C'est-à-dire que pendant la Première Guerre mondiale, suite à la révolution bolchevique d'octobre 1917, les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie. Et leur mot d'ordre, c'est la paix. On signe la paix, on signe la paix. Quitte finalement à offrir énormément de territoires aux empires centraux, c'est-à-dire à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, et un petit peu aussi à l'Empire ottoman, pour faire la paix. Et là, on voit que parmi ces territoires, on a les pays baltes et surtout l'Ukraine. L'Ukraine qui est donnée à l'Autriche-Hongrie. Sauf que l'Autriche-Hongrie va perdre cette guerre. Et donc, on fait quoi du territoire? Est-ce qu'on les rend à la Russie, devenue depuis l'URSS, mais qui n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de la France et de l'Angleterre? Est-ce qu'on les laisse à l'Autriche-Hongrie ou est-ce qu'on reforme des États indépendants? C'est plutôt la troisième solution qui est privilégiée par les pays vainqueurs. Sauf que les choses vont être un petit peu compliquées. Donc là, on a l'Etmatan ukrainien, c'est une sorte de première indépendance ukrainienne, mais qui va durer 2 ans. Ça va être très compliqué, il va y avoir une guerre entre l'Ukraine et la Pologne. On a une situation de guerre civile, hein. C'est-à-dire que la Russie, c'est pas évident à cette époque. Il y a la guerre civile entre les blancs monarchistes et les rouges communistes. Donc ça, on va les retrouver en Ukraine. Sauf qu'en Ukraine, en plus des blancs et des rouges russes, on va ajouter les noirs anarchistes et les nationalistes ukrainiens. Donc c'est une partie à 4 qui se joue. Au final, c'est les bolcheviks qui vont rafler la mise en 1920 et qui vont intégrer finalement l'Ukraine à l'URSS. Donc finalement, cette après-première guerre mondiale, très trouble en Europe de l'Est. Les Français, les Britanniques vont essayer d'y mettre de l'ordre, mais franchement, en 1918, la France a plutôt envie de passer à autre chose, d'arrêter de se battre à l'autre bout du monde pour des enjeux qu'elle a du mal à bien concevoir. Et donc finalement, l'Ukraine rentre dans le giron de l'URSS, comme on le voit ici, avec la Biélorussie, blablabla. Donc voilà, ça pourrait s'arrêter là. Mais je pense que pour comprendre les tensions actuelles entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, il faut bien voir ce qui a pu se passer aussi pendant l'URSS. Alors déjà, pendant l'URSS, c'est-à-dire qu'en gros, l'Ukraine et la Russie sous l'URSS, c'est un peu l'équivalent des Hauts-de-France et de l'Occitanie aujourd'hui en France. C'est-à-dire c'est des régions, donc les territoires vont bouger.
ben, en 1939, quand l'URSS envahit la Pologne, elle va récupérer ces territoires qu'elle va du coup associer à la République socialiste d'Ukraine. Elle va récupérer ces territoires-là sur la Roumanie, sur la Tchécoslovaquie, puis à nouveau sur la Roumanie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et même, en 1954, ça c'est sous Khrouchtchev, la Crimée est rattachée à l'Ukraine. Ce que Poutine a regretté parce que ben, là on est à 90%. Donc c'est la seule chose que je peux un petit peu comprendre. Ça, c'est le fait que Poutine ait voulu le rattachement de la Crimée à la Russie, parce que là, il y avait quand même une sorte d'anomalie. On est quand même sur un territoire plutôt russophone, qui dans son histoire était quand même plutôt russe aussi. Euh, oui, certes, il est relié. C'est une péninsule qui est reliée là un tout petit peu à l'Ukraine, donc par la géographie. Mais d'ailleurs, Poutine a construit un pont ici maintenant pour le relier au reste de la Russie. Donc bref. Mais donc on voit que cette Ukraine, elle s'est étendue. Elle s'est beaucoup étendue sous l'URSS. Mais c'est pas parce que les frontières de l'Ukraine s'étendent sous l'URSS que les Ukrainiens vivent bien finalement cette période soviétique. Il y a notamment une période tragique qui est l'Holodomor. L'Holodomor, c'est-à-dire la famine. Holod, c'est la faim. Mort, c'est le fléau en ukrainien, donc le fléau de la faim, l'extermination par la faim. C'est une famine. Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où il y a eu 3 grandes famines qui ont touché l'URSS. Celle de 1921-1922, celle de 1931-1933 et celle de 1946-1947. Et ces famines sont à chaque fois un mélange de problèmes au niveau des récoltes, de choix politiques aussi. C'est-à-dire qu'on continue d'exporter alors que les céréales pour gagner de l'argent alors que la population meurt de faim. Et puis surtout, elle vise quand même parfois particulièrement certains territoires. Par exemple, la première famine va surtout ravager le Kazakhstan. La deuxième va particulièrement toucher l'Ukraine. On considère que pour cette famine de 31-33, il y aurait eu au moins 7 millions de morts en URSS, dont 3 seulement pour l'Ukraine. La moitié des morts de cette famine sont ukrainiens. Ce qui laisserait penser que Staline en voulait particulièrement au peuple ukrainien, parce qu'elle a été quand même organisée par Staline, qui avait parfaitement conscience de cette famine, mais qui a donné les ordres pour que on laisse cette population mourir de faim. Donc la question se pose, y a-t-il eu génocide ou pas? Bon, après, il faut savoir que autant le principe du nationalisme chez Lénine est plutôt absent, ou il est plutôt bienveillant vis-à-vis des zones nationalités, parce que lui, sa vision à Lénine, c'est de propager le communisme, qu'importe les nationalités, alors que chez Staline, on va avoir une russification finalement de l'URSS. Et effectivement, les nationalités autres que la nationalité russe vont être persécutées sous Staline. En particulier les Ukrainiens, mais aussi les Kazakhs, par exemple. Ce qui fait que, bon, voilà, ce terme de génocide, il est encore contesté aujourd'hui par une large part de la communauté internationale, déjà, parce que la Russie n'y est évidemment pas favorable, alors qu'il a reconnu les pays qui ne s'entendent pas très bien avec la Russie. Hein. Vous les avez là. Mais même du point de vue historique, c'est pas évident. En tout cas, moi, c'est pas un débat que j'ai le niveau de compétence pour le trancher. Voilà. Je vous dirais pas qu'il y a eu génocide ou qu'il n'y a pas eu génocide. Je dirais que sur certains points, ça y ressemble, mais c'est évidemment complexe et c'est évidemment politique. Vous voyez bien là que les pays qui ont reconnu ce génocide sont des pays qui ont des relations pour la plupart très difficiles avec la Russie. Alors parlons maintenant de la crise actuelle. Alors depuis donc son indépendance en 1991, où quand même 90% des électeurs ont voté en faveur de l'indépendance, les premiers présidents sont plutôt pro-russes. Donc l'Ukraine est un pays, on va dire, voilà, fortement associé à la Russie. Les choses changent en 2004 avec Yushchenko,
qui gagne l'élection et qui donne lieu à un mouvement populaire qu'on appelle la Révolution Orange, où pour la première fois en 2004, l'Ukraine semble se rapprocher de l'Occident. Les choses sont un petit peu compliquées, Yushchenko est déstabilisé à tel point qu'il doit mettre son adversaire Yanukovych, pro-russe, comme Premier ministre. Bon, en 2010, finalement, c'est Yanukovych qui est élu. Vous l'avez ici. Et vous voyez que Yanukovych gagne ses voix à l'Est, là où il y a les russophones, hein, quand les pro-occidentaux sont les Ukrainiens. Mais bon, cette étiquette de pro-russe, elle peut être nuancée, parce qu'en 2013, l'Ukraine et l'Union européenne doivent signer un accord d'association. La Russie ne le voit pas du tout d'un bon oeil, fait pression dessus, à tel point que finalement, Yanukovych revient dessus. Donc, tentative pour Yanukovych, pourtant pro-russe, de se rapprocher de l'Union européenne en 2013, pression de la Russie, Yanukovych revient dessus. Et là, mouvement de révolte, ce qu'on appelle l'Euromaïdan, parce que c'est sur la place Maïdan, la place centrale de Kiev. Vous avez énormément de manifestants. Alors, c'est pas juste des manifestants, il y a quand même une centaine de morts, hein, donc ça a cogné dur, clairement. Et finalement, Yanukovych est destitué par le Parlement, s'enfuit à l'est du pays et donne lieu à de nouvelles élections. Comme Poutine vit très mal cette destitution finalement du président pro-russe Yanukovych, il va décider d'annexer la Crimée, purement et simplement en 2014. Et ça va aussi être le début d'une insurrection séparatiste au Donetsk. C'est ce qu'on appelle du coup la guerre au Donbass. Alors, un référendum qui n'est pas reconnu par la communauté internationale est fait en Crimée, mais bon, il n'y a pas eu forcément d'observateurs étrangers pour vérifier finalement la bonne tenue de ce scrutin, mais bon bref, il y aurait eu 96% de oui pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Mais quoi qu'il en soit, en gros, l'idée c'est si l'Ukraine veut vraiment prendre son envol et sortir de la sphère d'influence russe, on récupère la Crimée et on récupère aussi le Donbass, c'est-à-dire cette partie-là de ces deux oblasts de Louhansk et de Donetsk. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est sous contrôle de la Russie? Probablement là, ça, plus la Crimée. Ça, c'est les accords de Minsk. Et l'idée, finalement, c'est d'arriver à un accord là, sachant que est-ce que finalement la Russie voudrait récupérer ces deux régions, voire tout ça, parce que les séparatistes pro-russes voudraient que toute cette partie-là soit rattachée. C'est peut-être d'ailleurs un des objectifs de Poutine, on verra plus tard. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a ça, les accords de Minsk voulaient finalement trouver une solution de paix pour ces séparatistes-là qui accusaient finalement le pouvoir de Kiev de favoriser uniquement les Ukrainiens, d'interdire de parler en russe, etc. Et qui voudraient finalement fonder un territoire autonome, comme la Transnistrie aussi, ici en Moldavie, qui est pro-russe et qui est un territoire autonome. Mais c'est intéressant parce que ces deux territoires ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Pour la communauté internationale, ces États n'existent pas. Bon, on y reviendra. Bon, coup de tonnerre en 2019, on a Zelensky qui est élu sur un programme certes occidental, mais surtout un peu populiste dans le sens je vais vous débarrasser de la corruption, parce qu'il y a énormément de corruption en Ukraine. Et on voit, surtout ce qui est intéressant, c'est que parmi les 4 candidats, vous en avez 3 qui sont pro-occident. Le seul pro-russe, il fait à peine 11% dès le premier tour et on le retrouve ici. Bon, après, effectivement, il n'y a pas eu d'élection possible dans les territoires occupés. Voilà.
Mais finalement, on voit que si on lit les trois cartes électorales, que clairement, progressivement, finalement de 2004 à 2019, les candidats pro-Occident sont devenus progressivement majoritaires, et là même quasi unanimement, quoi. Alors, la subtilité, c'est que avant de lancer son offensive, Poutine a reconnu ces deux républiques populaires comme étant des territoires indépendants et a signé un accord d'assistance militaire avec. Donc l'idée est simple, en gros, l'idée c'est toujours de présenter la guerre comme une guerre défensive. On ne veut jamais passer pour l'agresseur, parce que l'agresseur, c'est le méchant. Et même là, où objectivement, la Russie est dans les rues de Kiev et agresse la nation ukrainienne, pour Poutine, c'est une guerre défensive. Pourquoi? Parce qu'il a signé un traité d'assistance avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk. Ces deux républiques sont en guerre avec l'Ukraine. L'Ukraine les attaque, donc la Russie va les défendre en attaquant l'Ukraine à son tour. Donc voilà comment on retourne les choses, surtout que ça c'est le territoire vraiment contrôlé avant l'offensive russe par les pro-russes, mais les frontières reconnues par la Russie sont celles-ci. Donc au minimum, ce que Poutine voudra réclamer, si il y a cessation des hostilités et signature d'un traité de paix, ce qui est peu probable, parce que pour signer, il faut que vous ayez en face quelqu'un qui représente l'Ukraine et qui accepte de signer avec vous. Alors, ce n'est pas exclu que Poutine mette une marionnette au pouvoir. Par exemple, il appelait l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir et à venir signer des conditions de l'armistice avec lui. Peut-être, ça ressemblerait bien à Poutine de faire un pseudo coup d'État en Ukraine, de reconnaître la personne à la tête de ce coup d'État comme étant légitime pour représenter l'Ukraine et de signer ça. Mais bon, après, de là à ce que le peuple ukrainien et de là à ce que la communauté internationale accepte ça, c'est moins probable. Mais en gros, voilà, il est probable que Poutine veuille récupérer ces deux oblasts et peut-être même toutes ces régions-là, peuplées d'une forte minorité de russophones, parce que bon, le contrôle total de l'Ukraine me paraît difficile à moyen et à long terme quand même. Bon, mais là aussi, on verra si l'avenir me donne raison. Alors, ce qui est intéressant aussi pour comprendre cette crise, c'est peut-être d'aller regarder du côté de la Géorgie en 2008. Alors, là, vous avez un lien qui s'affiche vers un journal télévisé d'époque, qui vous montre les réactions occidentales à l'attaque de la Géorgie par Poutine en 2008. C'est exactement pareil que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, certes, avec l'Ukraine, ça prend des proportions peut-être un peu plus importantes, mais franchement, Poutine a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que là, ici, il y a deux parties, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazia, qui sont donc des régions géorgiennes, mais peuplées en partie de populations russes. Il crée des incidents entre des séparatistes de ces régions et les forces géorgiennes. Donc, la Géorgie veut intervenir quand même. Et là, que fait Poutine? Il va bombarder la capitale Tbilissi. Il va envoyer ses troupes. Et à ce jour, encore aujourd'hui, quasiment 20 ans plus tard, eh bien, l'Abkhazia et l'Ossétie du Sud sont encore des territoires occupés par la Russie. Donc en gros, que fait Poutine? Il va dire à des populations russes de ces territoires-là, rebellez-vous, nous on vous soutient, on reconnaîtra votre indépendance, mais en fait vous devenez des territoires sous dépendance russe, on assurera votre sécurité, on y met des troupes, et il déstabilise ainsi des pouvoirs comme la Géorgie, comme l'Ukraine aujourd'hui, qui seraient tentés de se tourner vers l'OTAN ou vers l'Union européenne. Alors l'Union européenne, vous allez me dire, pour la Géorgie, elle est loin, certes, mais là, regardez, la Géorgie, c'est un pays frontalier de la Turquie. Turquie qui fait partie de l'OTAN. Donc,
Situation complexe. Alors, il y a plein de points communs entre la Géorgie et ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Notamment le fait que l'Ukraine a été attaquée juste à la fin des Jeux Olympiques d'hiver. Euh, pour la Géorgie en 2008, c'était aussi les Jeux Olympiques. Et aussi en Chine, c'est les Jeux Olympiques de Pékin. Donc on attaque pendant ces périodes de Jeux Olympiques, ce qui est normalement contraire à l'esprit des Jeux Olympiques, hein. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction française. Qu'a fait le président français de l'époque, c'était alors Nicolas Sarkozy? Eh bien, il s'est rendu à Moscou, il a dit voilà, j'ai négocié avec Poutine, j'ai obtenu un cessez-le-feu, j'ai obtenu ci, j'ai obtenu ça. Il n'a rien obtenu du tout. Il a été roulé par la farine. Mais Nicolas Sarkozy, qui était alors à la tête de la présidence de l'Union européenne, comme Emmanuel Macron aujourd'hui, hein, c'est incroyable les similitudes, eh bien, il s'est dit je vais utiliser cette crise pour montrer que la France peut peser diplomatiquement, peut servir d'intermédiaire finalement entre les États-Unis et la Russie. Et en fait, ben, que dalle. Que ce soit la Géorgie en 2008 ou l'Ukraine en 2022, la France a été complètement humiliée et même contre-productive. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un dialogue avec quelqu'un qui envoie ses armées, comme le fait Poutine. Et les sanctions et les menaces ont été aussi assez inefficaces parce que ridiculement faibles. Alors, j'aime bien, je termine sur cette image parce que n'oublions pas, quand on parle d'affrontement entre Russes et Ukrainiens, en fait, c'est l'affrontement entre Poutine et l'Ukraine. Mais derrière, il y a des peuples qui ne sont pas forcément du même avis que leurs dirigeants, hein. Donc attention, les Russes ne se limitent pas à Poutine. Il y a des Russes qui ont manifesté contre cette guerre, qui a été violemment réprimée, parce qu'aujourd'hui, manifester contre la guerre en Russie, c'est s'exposer à de lourdes peines de prison. Voilà, la Russie est plus grande que Poutine, mérite mieux que Poutine. Et donc n'allez pas insulter quelqu'un que vous croisez dans la rue parce qu'il est russe. C'est pas parce qu'il est russe qu'il partage l'analyse politique de Poutine. Tout comme c'est pas parce que vous êtes français que vous partagez l'analyse politique de M. Macron. Donc voilà, il y a des dirigeants politiques qui font des guerres, puis derrière il y a des populations. Et j'aime bien cette phrase de Paul Valéry, la guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. C'est-à-dire que Poutine, il a des raisons peut-être de faire la guerre, il la décide, mais c'est pas lui qui prend les balles. Ceux qui prennent les balles, par contre, ils savent pas trop parfois pourquoi ils les prennent. Alors, dernière partie, la partie la plus risquée, cette partie que normalement on ne doit pas faire, hein. Bon, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Bon, l'Occident, déjà, la difficulté, ça va être pour des sanctions de trouver une position commune. Sachant que si un seul pays décide des sanctions trop fortes, il risque de s'isoler par rapport à la Russie va le contourner, et finalement, c'est lui qui va en souffrir, même plus que la Russie. Donc en gros, il y a l'idée que personne n'a envie d'être le pays qui agit tout seul. Donc du coup, on veut se mettre d'accord avec tous les autres avant d'agir. Et du coup, on n'agit pas ou on agit peu. Il y aurait la possibilité, par exemple, de bannir la Russie d'une application de paiement SWIFT, enfin, qui aurait des conséquences vraiment très importantes pour l'économie russe. C'est loin encore d'être à l'ordre du jour. Ils disent toujours, c'est des sanctions pour plus tard, s'il y a une escalade ou autre. Là, quand même, on a du mal à imaginer quand même ce que Poutine pourrait faire de pire. Il peut toujours faire pire, hein, mais bon. Les sanctions, elles sont, à mon sens, aujourd'hui ridiculement faibles de la part de l'Occident, hein. C'est-à-dire qu'on fait quoi? C'est 4 entreprises qui sont visées, et puis on gèle les avoirs de 300 députés, de Poutine et de Lavrov. Ah, zut, Poutine, il pourra pas aller au Crédit Agricole, retirer son pognon pour faire la fête sur la Côte d'Azur, quoi. Ça va vachement l'embêter, quoi. Donc excusez-moi d'être cynique, hein, ça évidemment je ne me permettrai pas de le dire devant une classe, mais l'Occident là, mollasson. Mais je pense que c'est lié à ce fait que quand on veut décider quelque chose à l'unanimité, on est obligé de s'aligner sur la décision la moins forte. Voilà, c'est le problème. Alors maintenant la Turquie. La Turquie, il y avait un rapprochement entre Erdogan et Poutine, qui sont deux dirigeants très autoritaires, mais qui ont des intérêts contraires. Et il y a eu des guerres, hein. La guerre de Crimée, par exemple, en 1853-1856, avait opposé l'Empire ottoman, aidé par la France
et le Royaume-Uni à la Russie. Et pourquoi? Parce que la grande obsession durant tout le 19e siècle pour la Russie, c'est d'étendre son territoire jusqu'aux mers chaudes, jusqu'à la mer Méditerranée, voire d'aller jusqu'à ce voisin orthodoxe qu'est la Grèce ou la Serbie. Et donc ça, c'est son grand rêve. Et pour ça, elle voulait abattre l'Empire ottoman. Et dans une logique d'équilibre des puissances, la France et le Royaume-Uni ne l'ont pas laissé faire. Donc il y a eu cette guerre de Crimée qui avait été perdue alors par la Russie. Donc la Turquie, là-dedans, elle est un peu gênée, parce qu'elle avait de bons rapports avec la Russie, elle avait de bons rapports avec l'Ukraine. Mais là, elle essaye de ménager la chèvre et le chou, hein. C'est-à-dire de continuer à ne pas se décrédibiliser vis-à-vis de la communauté internationale en condamnant la Russie, mais sans se mettre non plus ce dangereux voisin complètement à dos. Si vous avez suivi le conflit il y a maintenant un peu plus d'1 an au Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on avait là un affrontement à distance. C'est-à-dire l'Arménie était soutenue par la Russie, l'Azerbaïdjan avait été soutenu par la Turquie. Donc un conflit interposé entre la Russie et la Turquie, ça a déjà eu lieu. Et au Karabakh, ça avait eu lieu à l'avantage de la Turquie. Donc à suivre. On sait en tout cas là que la Turquie avait livré par exemple beaucoup de drones militaires à l'Ukraine. Bon. La Chine, un peu plus complexe la Chine. Il est probable que la Chine ne dise pas grand-chose, qu'elle voit ça d'un assez bon œil, parce que soit la Chine se contentera de se faire oublier là-dedans, soit, et ce serait plus dangereux, on pourrait imaginer un front russo-chinois. À voir, il faut savoir, les relations entre la Chine et la Russie ne sont pas toujours si simples que Poutine voudrait le faire croire, hein. Il y a eu des affrontements par le passé aussi entre la Russie et la Chine. Ce sont des pays frontaliers qui partagent une longue frontière commune. Mais ils ont quand même un grand ennemi commun que l'on pourrait qualifier d'Occident. Souvenez-vous, les sanctions économiques que Trump avait infligées à la Chine. Peut-être que du coup, la Chine voudrait rendre aux États-Unis la monnaie de sa pièce en décidant avec la Russie de contre-sanctions contre les États-Unis. Donc là, on serait sur une véritable guerre mondiale économique avec des conséquences assez fortes. Donc ça, à mon sens, ce n'est pas à exclure et ça pourrait devenir quand même assez dangereux. Petite parenthèse, je suis étonné quand même que l'Occident ait pris des sanctions beaucoup plus fortes à mon sens contre la Chine, enfin l'Occident, les États-Unis de Trump surtout, hein, mais que Trump ait pris des sanctions contre la Chine économique sans réelle raison valable, mais qui étaient quand même beaucoup plus fortes que ce qu'aujourd'hui ils prennent contre la Russie, quoi. Donc pour moi, ces sanctions à l'état actuel, c'est plutôt une façon pour l'Occident de se donner bonne conscience, un peu comme l'UEFA qui va annuler la Ligue des Champions en Russie, tout un tas d'instances sportives là qui boycottent un peu la Russie, même si la FIFA ne dit rien. Alors la FIFA, on ne peut pas faire mieux en termes de repères de ripoux, hein. D'ailleurs, ils ont filé la Coupe du Monde à qui? À la Russie, et là au Qatar, donc on a vite compris quand même où est la priorité de la FIFA. Après, voilà, la FIFA, de toute façon, leur seul but, c'est de se faire de l'argent. Donc s'il y aura plus d'argent à gagner à lâcher la Russie qu'à suivre la Russie, ils le feront. C'est ce qu'a fait l'UEFA. Parce que ne croyez pas qu'il y a la moindre sincérité derrière ce que font les instances sportives. Parce que l'UEFA, je me souviens pendant l'Euro, refusait par exemple qu'on mette les couleurs du drapeau LGBT en référence à la Hongrie qui avait mis des lois ouvertement anti-homosexuelles, parce que l'UEFA disait que le foot doit rester neutre et ne doit pas être instrumentalisé politiquement. Alors quand il s'agit de défendre les homosexuels, là il ne faut pas instrumentaliser le football, mais par contre quand il faut sanctionner la Russie, là on peut. Bon, donc vous voyez un deux poids deux mesures qui est en fait juste lié aux enjeux économiques, hein. L'UEFA, comme la FIFA, tout comme tout le monde, dans ce milieu-là, va là où l'argent et les sponsors leur disent d'aller. Alors maintenant, après en Ukraine. La formation d'une république populaire pro-russe à l'est de l'Ukraine, ça me semble être l'enjeu de Poutine.
Je pense il voudrait une sortie de crise par là. C'est-à-dire l'annexion complète de l'Ukraine à la Russie. euh, à mon avis, Poutine, d'ici 1 ou 2 mois, aura le moyen de la faire. Parce que je vois mal l'Ukraine tenir le pays plus longtemps que ça. Mais il y a une différence entre conquérir un territoire et ensuite l'occuper durablement. Et là, par contre, ça risque de vriller dans une guerre de guérilla, où en gros, les Ukrainiens vont tirer sur les Russes dès qu'ils auront le dos tourné, attaquer leurs points faibles, parce qu'ils connaissent le territoire, parce qu'ils ont la motivation. Donc, ouais, pour moi, enfin, ce serait une folie de la part de Poutine de vouloir une annexion complète de l'Ukraine. Déjà, occuper l'est de l'Ukraine ne sera pas évident, parce que même si vous avez 30 ou 40% de Russes, ben, vous avez les 60% de non-Russes, qui vont peut-être pas voir ça d'un bon oeil. Donc voilà, moi j'imagine que si Poutine a fait tout ça, c'est pas juste pour récupérer les 2 oblasts de l'Est, c'est-à-dire pas uniquement le Donbass. À mon avis, il va vouloir un gâteau un peu plus gros, beaucoup plus gros même, qui relierait la Crimée au Donbass. Et donc, oui, une bonne partie de l'Est, du sud-est de l'Ukraine. Voilà. Après, il y a la question de Zelensky. Les États-Unis ont proposé d'exfiltrer le président ukrainien Zelensky. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que si Zelensky quitte l'Ukraine, officiellement, il reste pour la communauté internationale le représentant de l'Ukraine. Donc il siège au Conseil de sécurité de l'ONU, enfin il peut faire tout un tas de choses et continuer, on va dire, à distance, à peser sur les destinées de son pays. Euh, Fuir son pays quand il est complètement occupé par l'ennemi, c'est ce qu'a fait la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale, occupée par l'Allemagne, ce qu'ont fait les Pays-Bas, c'est ce qu'a fait le Luxembourg, c'est ce qu'a fait la Belgique, c'est ce qu'ont fait quasiment tous les pays occupés par l'Allemagne nazie, sauf la France, qui a décidé de traiter avec. Bon, ça c'était pas notre grande heure de gloire. Mais bref, Zelensky, ça pourrait avoir un intérêt à moyen terme pour lui de quitter le pays, mais à court terme, ce serait dramatique. C'est-à-dire, si le président s'enfuit, pourquoi continuer le combat? D'ailleurs, les Russes disent régulièrement Zelensky s'est enfui et donc lui prend des vidéos de lui dans les rues de Kiev montrant que non, il est toujours là, il est prêt à se battre, etc., etc. Donc je pense que Zelensky ne quittera pas l'Ukraine parce qu'il ne veut pas que l'Ukraine capitule. Et l'avoir comme prisonnier serait pas très pratique pour Poutine. Le voir quitter le pays non plus. Donc connaissant le cynisme un peu de Poutine, à mon avis, ils vont lui mettre une balle dans la tête en déguisant ça, en disant qu'il s'est suicidé ou que alors, ben, lors de l'assaut, il a été tué. Voilà. Mais ce pauvre Zelensky, je pense hélas que s'il arrive en vie au mois d'avril, ce sera déjà formidable. Ensuite, du côté européen, est-ce que l'on va décider de vraies sanctions? J'aimerais le croire, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, on est peut-être plus dépendant de la Russie qu'elle ne l'est de nous. On en a besoin pour le gaz. Le gaz coûte déjà extrêmement cher avec la conjoncture économique actuelle. La priorité des Français, il semblerait, c'est le pouvoir d'achat. Donc on n'est pas certain finalement que les Européens déjà soient prêts à mourir pour les Ukrainiens. Ça, la réponse c'est non. Mais il n'est même pas certain que les Européens soient prêts à sacrifier leur porte-monnaie pour les Ukrainiens. Donc c'est dommage. C'est dommage, surtout que voilà, on pourrait peut-être envisager d'avoir une vraie politique énergétique qui se passerait définitivement du gaz russe. Ça demanderait de produire massivement des énergies renouvelables, de l'énergie nucléaire aussi, même si de toute façon à terme le nucléaire il faudra s'en passer, ne serait-ce que parce que les capacités en termes de stock d'uranium sont limitées. Hein. Voilà, depuis la COP 21, l'État français se veut champion du climat, blablabla, mais dans les faits, il ne se passe pas grand-chose en termes de transition énergétique, et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, on est encore dépendant des hydrocarbures russes,
Et finalement, il y a un intérêt qui est écologique, mais qui est aussi géopolitique, au fait de ne pas être dépendant des hydrocarbures. Parce que d'abord, un, les hydrocarbures, ça pollue, mais deux, ça nous rend dépendants de pays comme l'Arabie Saoudite, comme la Russie, qui peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, parce que de toute façon, nous, on a besoin de leur acheter leurs hydrocarbures. Et enfin, dernier point, est-ce qu'il y aura la mise en place d'une guérilla en Ukraine? Ça, je le pense probable, mais de toute façon, aujourd'hui, les médias ukrainiens ont tout intérêt à montrer la détermination du peuple ukrainien, qui vont se battre jusqu'au bout. Bon, ça c'est ce qu'on dit lors de toutes les guerres. Donc finalement, cette détermination du peuple ukrainien, on la verra à deux reprises. Déjà, la durée de cette guerre, qui me semble perdue d'avance, mais ce que l'on ne sait pas, c'est est-ce que ça va être une guerre qui va durer une semaine, un mois, 2 mois, et ça changerait quand même beaucoup de choses. Et puis une fois que cette guerre elle est finie, va-t-il y avoir harcèlement ou pas? Parce que occuper un pays majoritairement hostile, c'est difficile. On en a parlé avec la France au Mali, les États-Unis en Irak, en Afghanistan. Mais d'ailleurs, en parlant de l'Afghanistan, il faut savoir qu'avant que l'Occident intervienne en Afghanistan, il y avait une certaine puissance qui allait en Afghanistan qui s'appelait l'URSS, de 79 à 89. Et eux aussi sont partis la queue entre les jambes, avec des dizaines de milliers de morts et un déficit abyssal causé par cette guerre qui a duré 10 ans. Donc est-ce que l'Ukraine sera un Afghanistan bis pour la Russie? Peut-être bien. Peut-être bien parce que c'est un pays de 600 000 km², 40 millions d'habitants, il y a du relief, il y a des marais, on peut s'y cacher, on peut peut-être aussi jouer sur les frontières avec l'Union européenne pour se faire livrer des armes. Donc je pense pas que Poutine ait grand intérêt à s'éterniser là-bas, mais vu qu'il a utilisé la méthode forte, est-ce que ça va être possible pour lui? C'est-à-dire que ce qu'aurait voulu Poutine, j'imagine, c'est une guerre très rapide qui dure 4 jours, allez, on capitule, on signe ça, et puis c'est réglé, on rentre chez nous et on récupère 3 territoires. Mais la résistance ukrainienne laisse penser que c'est pas comme ça que ça va se passer. Bah écoutez, cette vidéo s'achève là. C'était peut-être un petit peu brouillon. Je m'en excuse. J'ai monté ça avec les moyens du bord, les connaissances que je pouvais avoir. J'ai essayé de ne pas me perdre dans les détails, mais peut-être que je l'ai fait. Si c'est le cas, je vous en prie de m'excuser. N'hésitez pas à poser des questions dans vos commentaires. Je vais peut-être travailler aussi sur une vidéo beaucoup plus courte de 5 à 10 minutes qui tenterait d'expliquer finalement les origines de ce conflit, mais pour le niveau collège. Parce que évidemment, là mon propos était plutôt destiné à un niveau lycée, voire carrément à des adultes, parce que cette crise est complexe. Et notre meilleure arme face à la désinformation, face à la violence, ça reste le savoir, ça reste la connaissance, ça reste la capacité de mise en perspective et d'esprit critique. Sur ce, continuez à vous renseigner là-dessus. Essayez de comprendre le point de vue des partis en question. Moi, par exemple, je regarde assez régulièrement la chaîne RT France pour l'ancienne Russia Today, donc c'est le média d'État russe. C'est de la propagande purement et simplement, mais c'est assez intéressant de voir finalement comment on peut déformer les faits pour toujours essayer de présenter la Russie comme la victime, comme celle qui attaque de façon préventive, alors qu'en fait cette attaque est le fruit d'un cynisme total de la part de M. Poutine, d'une logique qui prend ses racines dans le 19e siècle, qui est finalement la protection des peuples russophones, la prétendue protection, pour finalement accroître la sphère d'influence de la Russie, en particulier vers les mers chaudes, et notamment la mer Méditerranée.